Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Télé Tchad. À l'entame de cette édition du journal, sachez que le président de la République, Idrissa Déby Itno, est arrivé cet après-midi à Sochi. À son arrivée dans la ville balnéaire, le chef de l'État qui signe sa première visite en terre russe a été accueilli chaleureusement par les autorités russes et le personnel de l'ambassade du Tchad à Moscou. Les détails avec Djibril Noualwali. L'aéroport de la ville balnéaire de Sochi est l'objet d'un important trafic à la veille du sommet Russie-Afrique. L'avion transportant le président de la République, Idriss Déby Itno, s'est posé à 16 heures locales. Au pied de l'avion, attendait le gouverneur de la ville de Krasnodar et le maire de la ville de Sochi. Les deux officiels ont souhaité la cordiale bienvenue à l'illustre hôte qui signe ainsi sa première visite en Russie. Les mêmes souhaits ont été formulés par l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Tchad et le personnel de la représentation tchadienne à Moscou. Le cérémonial d'accueil serait incomplet si la pure tradition russe ne s'invite à la circonstance. Le chef de l'État Idriss Déby Itno s'est vu invité à goûter du pain traditionnel. Il s'agit là d'un des traits caractéristiques propres aux Russes, réservé surtout aux hôtes de marque. Un instant après, le cortège a pris la direction d'un hôtel de la place situé aux bordures de la mer Noire, accompagné notamment des ministres des Affaires étrangères et de l'économie, de son directeur de cabinet civil adjoint et de son chef d'état-major particulier. Le président de la République Idriss Déby Itno est à Sochi dans l'objectif de participer au sommet Russie-Afrique qui se tiendra dans 48 heures. La rencontre sera précédée d'un forum économique auquel participeront tous les dirigeants présents à Sochi. Le sommet Russie-Afrique, pour rappel, a pour objectif de mettre en évidence le développement de la coopération politique, économique, technique et culturelle entre les pays d'Afrique et la Russie. L'objectif affiché étant de parachever le retour du pays de Poutine sur le continent. Stéphane Toul, coordonnateur résident du système des Nations Unies et coordonnateur humanitaire, est arrivé en fin de mission dans notre pays. Il est élevé ce matin au grade d'officier de l'ordre national du Tchad par le ministre secrétaire général adjoint de la présidence de la République. Nassour Nouditi. C'était le 16 novembre 2015 que Stéphane Toul a présenté sa lettre d'accréditation au ministre des Affaires étrangères de l'époque en tant que coordonnateur résident du système des Nations Unies au Tchad. Ce mardi 22 octobre 2019, Stéphane Toul franchit pour la dernière fois les marches du cabinet de la présidence de la République pour dire ses adieux au ministre secrétaire général adjoint de la présidence de la République, l'ambassadeur Hissène Brahim Taha, représentant le chef de l'État Idriss Déby Itno, pour avoir contribué de manière constructive aux côtés du gouvernement en tant que coordonnateur humanitaire. Il est honoré. Monsieur Stéphane Toul, coordonnateur résident du système des Nations Unies au Tchad, au nom du président de la République du Tchad et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'ordre national du Tchad. Durant ces 4 ans de service au Tchad, Stéphane Toul a été un acteur de premier plan à travers les différentes agences des Nations Unies qui œuvrent tant pour l'humanitaire que pour le développement. Il déclare garder un très bon souvenir du Tchad. Mes souvenirs sont nombreux, mais parmi eux sont beaucoup de souvenirs de beaucoup de travail, de bon travail avec les collègues du système des Nations Unies, les organisations de société civile, le gouvernement et tous les partenaires qui incluent la population affectée par les crises humanitaires et ont besoin d'assistance de développement. Aussi, j'avais le plaisir de visiter les coins au sud, à l'est, à l'ouest, pas le nord du Tchad, pas encore. Donc je dois retourner en journée comme un touriste pour faire le tour. Le diplomate onusien s'est dit également rassurant du partenariat entre son institution et le Tchad.
Titulaire d'un doctorat en sciences politiques de l'Université du Michigan, l'ancien journaliste Stéphane Toul travaille depuis 24 ans au sein du système des Nations Unies. Originaire des États-Unis d'Amérique, il regagne pour l'instant son pays. Dimanche dernier, une délégation de la Société des hydrocarbures du Tchad, sous la houlette de son directeur général Seyd Idriss Déby, s'est rendue dans le site pétrolier et gazier de Sédigui, localité située à 350 km environ à l'ouest de N'Djamena. L'objectif est de constater le taux d'avancement des travaux sur le terrain. Naïm Ahmad Baba. C'est une forte délégation, conduite par le directeur général de la Société des hydrocarbures du Tchad, SHT, Seyd Idriss Déby, et ses proches collaborateurs qui a fait le déplacement des installations du champ pétrolier et gazier de Sédigui. Sur place, l'équipe a fait le tour pour constater l'état d'avancement des travaux, sous la conduite de Wu Zingshun, directeur général des sociétés chinoises Blue Ocean World Service Tchad et General Gas Tchad. Il s'agit tout d'abord de la chambre des boîtes de distribution, le centre névralgique du système. Tous les équipements électriques sont contrôlés à partir d'ici, ainsi que le pipeline. Vient ensuite le séparateur, une unité qui sert à scinder le pétrole de l'eau et du gaz. Il ressort des échanges qu'un grand centre de traitement de pétrole et de gaz, d'une capacité de traitement d'1 million de barils de pétrole et d'1 million de mètres cubes de gaz par jour, sera construit dans un futur proche. Le directeur général et sa suite se sont ensuite rendus au bassin d'évaporation d'eau pour éviter toute contamination de la couche, puis dans la zone de surveillance pour une démonstration de torchage des gaz. Les techniciens chinois passent après au prélèvement d'échantillons de brut de pétrole. La station de pompage d'eau pour tester le niveau de pression du brut sur chaque 100 km afin de détecter d'éventuelles fuites sur les sections du pipeline a particulièrement attiré l'attention de l'équipe de la SHT. La dernière étape de la visite a mené Seyd Idriss Déby et sa suite sur l'un des puits de pétrole. À l'issue de la visite, le directeur général de la SHT et celui de Blue Ocean World Field Service Tchad ont apposé leur signature pour l'envoi en Chine de quelques échantillons de brut prélevés pour les envoyer dans un laboratoire en Chine pour analyse. Avant de quitter le champ pétrolier et gazier de Sédigui, le staff de la SHT a tenu une réunion avec les autorités administratives et traditionnelles de la localité sur la préservation des installations pétrolières, car de leur préservation dépendra en partie le développement de la province et partant celui de l'ensemble du pays. Je vous invite à suivre à présent un extrait des propos du directeur général de la SHT à l'issue de cette visite. Vous l'avez vous-même constaté, on a effectué la visite. La plupart des installations de surface nécessaires au traitement et au transport du brut sont pratiquement achevées. Vous avez vu vous-même le test d'échantillonnage et de torchage du gaz. C'est-à-dire qu'on est à peu près à 85% du taux d'exécution. Et nous pensons que d'ici la fin de l'année, ou plus tard janvier 2020, donc d'ici 3 mois, le brut coulera dans le pipe reliant le site de Sédigui à la raffinerie de Djermaya. La capacité de production est estimée à peu près 2000 barils jour de pétrole brut et 400 000 mètres cubes de gaz. Donc ce sont des gisements qu'on appelle condensats. Donc le taux de gaz est supérieur à celui du pétrole brut. Donc, ce qui explique que la quantité assez énorme de gaz, le brut sera transporté vers la raffinerie de Djermaya, d'où elle suivra des processus de raffinage. Et le gaz sera utilisé pour la production d'électricité. La quantité de gaz est supérieure par rapport à celle du pétrole brut, donc ce qui nous permettra de doubler notre production de gaz domestique, GPL, gaz de pétrole liquéfié, pour répondre à la demande nationale qui est croissante. La coordination des associations de la société civile et de défense des droits de l'homme, CACIDO, a 20 ans d'existence. Une cérémonie couplée de sa rentrée sociale a été organisée ce matin au palais du 15 janvier et a vu la présence de quelques membres du gouvernement et représentants des associations de la société civile. Ousmane Idriss Dakoum. La coordination des associations de la société civile et de défense des droits de l'homme, CACIDO, célèbre ses 20 ans d'existence.
placé sous le thème la coexistence pacifique, la promotion des valeurs républicaines et démocratiques, gage d'un état de droit. Objectif, faire l'état des lieux de 2 décennies de participation à la culture de paix et de vivre ensemble. Le coordonnateur national de la CACIDO dresse le bilan de son organisation. Faire un bilan de 20 ans d'une organisation comme la CACIDO, c'est difficile. C'est presque, excusez-moi, écrire un livre en tome 1 et 2. Qu'à cela ne tienne, la CACIDO est une organisation de la société civile qui a joué un rôle déterminant dans la transformation de la société tchadienne conformément à l'ancrage démocratique, la liberté d'expression, la promotion et la défense des droits humains et des libertés fondamentales. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, chargé des droits humains, rappelle l'engagement du gouvernement en matière de promotion des droits de l'homme. Cette circonstance m'offre l'occasion de rappeler l'attachement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, au respect des valeurs républicaines et démocratiques. La mise en place de la Commission nationale des droits de l'homme illustre bien cette volonté hautement politique de faire de la défense et de la promotion des droits de l'homme une priorité. Il convient de rappeler que la question des droits de l'homme n'est pas seulement l'apanage du gouvernement, mais implique aussi tous les acteurs de la société civile qui doivent jouer leur partition. Dans la même lancée, des attestations d'encouragement et de félicitations ont été décernées aux responsables des médias publics et privés pour leur participation au processus démocratique, gage de développement du pays. Profitant de l'occasion, la CACIDO, par la voix de son secrétaire général, Abdoulaye Sabr Goudar, rend public l'appel de N'Djamena qui encourage le gouvernement dans ses actions pour promouvoir les droits de l'homme. Décédé le 6 octobre dernier, le soldat du contingent tchadien de la MINUSMA est inhumé ce matin à N'Djamena. La cérémonie funèbre est présidée par le chef d'état-major général des armées, premier adjoint Djimadoum Tiraïna, en présence des officiels de la MINUSMA venus du Mali. Oumar Idriss. L'adjudant-chef Tergono Hissène Bedalla tire sa révérence de suite de l'explosion d'une mine à Aguilok au Mali. En mission commandée pour la stabilisation du Nord Mali, Feu Tergono Hissène a accompli son devoir avec honneur et fidélité. Adjudant-chef Tergono Hissène Bedalla, au nom du président de la République du Tchad, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous citons dans la croix du mérite militaire à l'ordre de régiment avec étoile d'argent à titre posthume. Né le 1er janvier 1980 à Kalaït, dans la province de l'Ennedi-Ouest, l'adjudant-chef Tergono Hissène Bedalla s'engage dans l'armée en 1998 et en activité à la direction générale des services de sécurité et des institutions de l'État, DGCE. Voyons soldats, qui est mort hors de nos frontières pour une cause juste et noble qui est celle du maintien de la paix. Par ce sacrifice suprême, qui a défendu l'honneur de la nation tchadienne. Au nom du ministre délégué à la présidence, chargé de la défense nationale, de la sécurité des anciens combattants et victimes de guerre, et celui de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le chef d'état-major général des armées, adresse aux familles endeuillées ses condoléances les plus attristées
et l'assure de sa profonde compassion. Paix à ton âme. Fini les obsèques, le cortège funèbre se dirige au cimetière militaire de Farsha. Famille, amis et compagnons d'armes lui ont rendu le dernier hommage avant d'être inhumé. Le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Djiber Younous, et le vice-président de la CENI, Mohamed Ahmad Choukou, ont officiellement lancé ce matin l'opération de mise à jour de la cartographie électorale de la ville de N'Djamena. La cérémonie s'est déroulée en présence des 10 maires d'arrondissement de la capitale. Mohamed Oumar Moussal. À l'orée des élections législatives et communales, la sous-commission électorale nationale indépendante provinciale de N'Djamena révise les fichiers électoraux à travers une opération de mise à jour de la cartographie électorale de la ville de N'Djamena. Le président de la sous-CENI provinciale de N'Djamena, Boukar Adoumokere, invite les membres des différents sous-CENI d'arrondissement de N'Djamena à redoubler d'efforts pour l'accomplissement de leur mission. Selon le vice-président de la Commission électorale nationale indépendante du Tchad, les agents ont pour mission d'actualiser la cartographie électorale réalisée en 2015. Pour la province de N'Djamena, à l'image des autres provinces, vous avez été formés pour la réalisation de cette opération. L'objectif de la mission, à vous assigné, est de réaliser cette mise à jour dans les 10 arrondissements de la ville de N'Djamena. Comme cette opération cartographique concerne la ville de N'Djamena, le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena apporte main forte à la sous-CENI. Le nombre de la population de N'Djamena a augmenté par rapport à 2015. Et cela va nécessiter sûrement des changements au niveau de la cartographie de la ville de N'Djamena. Et également les différents agents qui vont s'occuper de cette cartographie tiendront compte de ces rages. Et le moment venu, je crois que nous allons également poser ces doléances au niveau de la CENI centrale pour pouvoir permettre à tous les citoyens de voter normalement et dans la transparence. Cette révision de la cartographie électorale permettra à la Commission électorale nationale indépendante de préparer des fichiers acceptés par les différents partis afin d'organiser des élections libres, crédibles et transparentes au Tchad. Ils sont tombés dans les mailles du filet de la police. Des présumés brigands qui opèrent dans le vol de véhicules et le vol à main armée ont été présentés ce matin à la presse en présence du premier substitut du procureur de la République, Nédéo Girard. Reportage signé Ali Mamad Bello. Des visages graves, des présumés brigands aux yeux de tous. En groupe, chacun dans ses forfaits délits. Le premier excelle dans le vol des véhicules. Voici son butin. 7 véhicules à sa dernière opération. Un autre duo, le voilà. Ces 2 personnes ont agressé le régisseur des Palas. Et ça, c'est son véhicule qu'ils ont emporté. Tenez, le 3e groupe, ce sont aussi ces jeunes qui agressent et ôtent les sommets des citoyens. L'apport de la population est de taille. Car ces malfrats qui écument la société, qui sèment la désolation, habitent dans des quartiers, dans des carrés et dans des arrondissements. Parmi eux, voici un récidiviste. Condamné à la maison d'arrêt, il s'est évadé et continue ses forfaits sans être inquiété. 99 jours, mais le seul pour le propriétaire a sonné. Il goûtera à nouveau les déboires de la prison. Ses compères aussi. Ces personnes sont appréhendées. Il est de notre devoir de nous assurer que les textes de la République doivent être appliqués dans toutes les rigueurs. Aussi, au passage, nous instruisons la police de devoir observer le droit de la défense aux prémices de la procédure. Il est question de leur aviser comme quoi ils ont droit à un avocat, que la procédure ne soit pas biaisée. En tant que procureur de la République, des dispositions seront prises pour que ces derniers puissent ne serait-ce que goûter à la saveur de la prison. Peut-être que ça ne sera pas Amsinéné. L'homme de 36 plaintes, c'est lui. C'est un bijoutier qui a pris près d'1 milliard de nos francs avec ses clients pour leur fournir de l'or.
Dépassés, ils abusent de leur confiance et tentent de fuir. Il est arrêté aussi à Abéché. Ces victimes n'ont qu'un seul mot aux lèvres. On lui a donné de l'argent pour nous fournir de l'or. Ça fait 7 jours. Il a fermé sa boutique et a fui. Maintenant, on veut notre argent, rien d'autre. Le premier substitut du procureur rassure. Et dans la foulée, il demande aux victimes de se rapprocher de l'enquêteur pour lui fournir d'amples informations. L'affaire est donc à suivre. Bientôt, un nouveau marché à bétail à Carmé dans la province de Adjerlamis. En provenance d'Ati, le ministre de l'élevage a marqué un arrêt dans la localité pour constater l'avancement des travaux de construction de cette infrastructure. Des précisions avec Abdul Keoul. Bâti sur une superficie de 36 000 m², les travaux de construction du marché à bétail de Carmé, situé dans la province de Adjerlamis, est à 90% d'exécution. Financé par le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, PRAPS, le futur marché à bétail permettra aux éleveurs de bien mener leur activité quotidienne. 10 mois après le lancement des travaux, le bilan est appréciable. On a un bâtiment bureau, il y a 7 hangars, il y a pharmacie, il y a local gardien, local groupe, il y a incinérateur. Tout en exprimant sa satisfaction, le chef du département de l'élevage invite l'entreprise en charge de construction au respect des clauses de contrat. Nous avons donné des instructions très fermes à ce que dans les 1 mois on puisse réceptionner donc ce marché à bétail parce que c'est très important. Vous avez vu qu'il y a un marché ici à côté et donc il y a assez de mouvements de bétail et si on peut réceptionner cela dans les 1 mois, ce serait une bonne chose. Avec plus de 94 millions de têtes de bétail, le secteur de l'élevage nourrit 40% de la population tchadienne. La construction de ce marché répond à la volonté du pouvoir public et ses partenaires qui entendent fluidifier le business du cheptel au Tchad et de moderniser le secteur. Restons dans le même registre, celui de l'élevage, avec la tenue au CEFOD d'une journée de dialogue politique pour le partage des résultats du système de gestion des données piloté par les organisations pastorales. Ces assises visent à promouvoir le développement du secteur de l'élevage. C'est le directeur général adjoint du ministère de l'élevage qui a lancé les travaux. Damgue Lidné-Joël. Légier d'un développement durable, le pastoralisme met en exergue l'élevage tout en valorisant l'agriculture. Puisqu'il fait la promotion des 2 mamelles de l'économie tchadienne, ce secteur est inscrit en lettres d'or dans les politiques publiques que mène le gouvernement. Pour appuyer les actions des pouvoirs publics dans ce domaine, l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, la CIRAD entendez Recherche agronomique pour le développement et le réseau bilatéral Marobé ont mis sur pied un dispositif innovant de suivi et de collecte des données. Pour Dr Ahmad Aboulfati Ousmane, président de la Confédération des organisations professionnelles des pasteurs et des acteurs de la filière bétail au Tchad, cette journée, outre les échanges sur les données collectées sur le terrain, permet de renforcer la coopération entre le ministère de l'élevage et les organisations fêtières du pastoralisme. C'est l'occasion pour les partenaires techniques et financiers de saluer les efforts du gouvernement en matière d'émancipation du pastoralisme. L'objectif de ce projet n'était pas de remplacer les services statistiques nationaux parce que une organisation pastorale, par définition, ne peut pas remplacer les services statistiques. Donc c'est pour cela que nous on s'est appuyé sur le recensement général de l'élevage. Mais en même temps, on voulait essayer de montrer au sein des systèmes d'élevage nationaux, on voulait essayer de montrer quelle est la contribution réelle des systèmes pastoraux. Selon le directeur général adjoint du ministère de l'élevage, Dr Abdelrahman Ahmad Tajadine, cette journée de partage marque une étape importante. Cet atelier constitue un jalon important sur la voie de la construction d'un dispositif fiable de gestion des données dans lesquelles les organisations pastorales jouent et joueraient un rôle central. Ce travail pourrait alimenter leur trajectoire de plaidoyer tout en remplaçant leur mission de veille sur les politiques publiques.
Il faut relever que ce dispositif intégré, mis en place par les organisations internationales, afin de collecter les données sur le pastoralisme en vue d'accélérer son processus de développement depuis 3 années, concerne 3 pays. Il s'agit de l'Argentine, de la Mongolie et du Tchad. En marge du lancement de la campagne de vulgarisation de la politique nationale basée sur le genre à Abéché, la ministre de la Femme, accompagnée du gouverneur de la province du Ouaddaï, s'est rendue au camp des réfugiés soudanais de Gaga et puis Amatar à Gaga. Jalal Arjun Khalil et Ramadan Erdebout se sont imprégnés des conditions de vie des réfugiés et Amatar, les 2 personnalités, ont constaté l'état d'avancement des travaux du micro-barrage à réhabilitation. Journée spéciale au camp des réfugiés de Gaga. Ces hommes et femmes, parés de leurs plus belles tenues, reçoivent des invités de marque. Il s'agit de la ministre de la Femme et du gouverneur de la province du Ouaddaï qui viennent s'imprégner des conditions de vie des 25 513 réfugiés soudanais vivant dans ce camp depuis 15 ans. C'est la poursuite de la politique du gouvernement, volet solidarité nationale. Premier temps fort de cette visite, des échanges avec les représentants des réfugiés. Au menu, les conditions d'autonomisation des femmes, la protection de l'enfance, la cohabitation pacifique et la sécurité dans le camp. Pour le gouverneur de la province du Ouaddaï, les consignes sécuritaires données dans le cadre de l'état d'urgence doivent être respectées par les réfugiés. Ramadan Erdebout réitère entre autres directives l'interdiction de circuler et d'exercer d'activités commerciales au-delà de 22 heures, ainsi que l'interdiction formelle de possession d'armes par les civils. Le gouverneur a demandé aux réfugiés de dénoncer toute personne qui trouble la quiétude à Gaga. La ministre de la Femme, tout en fustigeant l'utilisation des enfants à des fins mercantilistes, a renouvelé l'aide du gouvernement aux réfugiés. Jalal Khalil Arjun a aussi exhorté les réfugiés à la cohabitation pacifique avec les autochtones. Les réfugiés, pour leur part, ont exprimé leur reconnaissance au pays pour son hospitalité, avant de solliciter de lui l'accès à l'université aux réfugiés bacheliers. Même cadre, autre rencontre, celle entre ces personnalités et les responsables des organisations humanitaires opérant dans la province du Ouaddaï. Les discussions ont porté sur la gestion des camps et ses défis. Les organisations ont étalé leurs difficultés à leurs hôtes. Elles ont aussi plaidé pour un renforcement d'aide sociale en faveur des réfugiés. Des doléances que la ministre de la Femme promet de remonter au plus haut niveau. S'en est suivi la visite du centre de santé de Gaga, puis direction Matar, localité située à 25 km d'Abéché. Ici, la ministre de la Femme et sa suite visitent le micro-barrage en réhabilitation. L'une des recommandations de la femme rurale qui sera inaugurée le mois prochain. Les travaux avancent à pas de géant. L'atelier de lancement d'amélioration de la productivité de l'agriculture oasienne dans la province du Kanem s'est ouvert ce matin à Mao. La cérémonie a été présidée par le représentant du ministre de tutelle Maï Ali Taher. Moussa Mahamat. Le Tchad est un grand pays producteur de dattes et le Kanem reste une des principales provinces productrices de dattes avec un système de culture souvent en association avec les cultures fruitières, céréalières, légumineuses et fourragères. C'est donc dans ce contexte et en vue d'améliorer la production agricole dans ces wadis du Kanem que le gouvernement a sollicité à travers le ministère de la Production, de l'Irrigation et des Équipements agricoles l'accompagnement technique et financier de la FAO pour un programme de coopération technique sur l'agriculture ouadienne. La FAO se fixe comme objectif à travers ce projet de contribuer à l'élimination de la faim, de l'insécurité alimentaire et à la malnutrition. Le secrétaire général de la province du Kanem, Soumaïn Issara Beremi, reconnaît que la reconstitution des palmarès constitue un besoin effectif exprimé toujours par les agriculteurs de Ouadi du Kanem et que ce projet financé entièrement par FAO pour un montant de 117 millions de francs CFA vient à point nommé pour améliorer les conditions de vie des populations. Aussi, Soumaïn Issara Beremi rappelle que les activités d'appui de la FAO dans le Kanem ont déjà induit un accroissement significatif de la production agricole ouadienne par la mobilisation de l'eau pour l'irrigation,
la distribution des semences améliorées, l'octroi de matériel et outils agricoles aux producteurs dont les conditions de vie sont améliorées de ce fait. Dans son intervention, le représentant des FAO au Tchad, Mamadou Mansour Diaye, dit que ce projet symbolise à nouveau l'excellence du partenariat qui existe entre le Tchad et la FAO. La FAO, partenaire traditionnel du gouvernement du Tchad, marque par ma voix sa disponibilité à poursuivre et renforcer le partenariat avec le Tchad dans cet effort visant à relever le niveau de performance du secteur agricole sans lequel nous ne pourrons pas atteindre les objectifs de sécurité alimentaire, ajoute Mansour Mamadou Ndiaye. Dans son discours d'ouverture, le représentant du ministre de l'Irrigation, de la Production et des Équipements agricoles, Maï Ali Taher, après avoir remercié le représentant des FAO et son équipe, souligne que le Wadi du Kanem constitue le plus important potentiel de productions agricoles et que les principaux avantages de la mise en œuvre de ce projet visent à réduire les déficits alimentaires et la malnutrition chronique. Pour le représentant du ministre de l'Agriculture, les plus hautes autorités du pays, à leur tête le président de la République, Idriss Déby Itno, sont véritablement engagés à relever ces défis alimentaires dont l'impact est durement ressenti au niveau des populations. Toujours dans la province du Kanem, il s'est ouvert une réunion sur le plaidoyer auprès des autorités administratives et religieuses pour le renforcement du programme élargi de vaccination de routine. Les assises se sont déroulées au centre de lecture et d'animation culturelle de Mao. Nous sommes à une fois de plus. Les résultats des dernières enquêtes réalisées en 2017 indiquent que seulement 22% des enfants de 12 à 23 mois sont complètement vaccinés au Tchad. C'est pourquoi cette réunion va permettre aux autorités et aux leaders traditionnels de discuter sur une vision harmonisée des mises en œuvre des activités d'appui au PEUF, programme élargi de vaccination de routine et les soins de santé primaire dans le Kanem. Cette rencontre qui a pour objectif d'améliorer la situation vaccinale dans notre pays en général et le bassin du lac Tchad en particulier est organisée par le ministère de la Santé publique avec ses partenaires OMS et UNICEF. Après le mot de bienvenue du maire de la ville de Mao, Mouta Modouchoukou, le chargé de communication pour le développement de l'UNICEF Kanem Lac, Boubacar Soulé, rappelle que les indicateurs de performance de la vaccination de routine sont faibles au Kanem. Le taux de couverture est de 29% en Penta 3 et 26% pour le VAR. Le directeur général adjoint du ministère de l'administration du territoire et des collectivités territoriales décentralisées, Hamid Gerdinokou, demande aux participants de s'impliquer pour un plaidoyer fort et concerté en faveur des services de vaccination. Le délégué sanitaire de la province du Kanem, Dr Guarawache, qui représente le directeur général de la santé publique, dit que le secteur de la vaccination nécessite l'engagement et la participation de tous. Cet engagement, selon lui, a été affirmé par le président de la République, Idriss Déby Itno, lors du forum sur la vaccination du 13 au 14 mars 2018 et celui des chefs traditionnels en N'Djamena en 2018. Le représentant du gouverneur de la province du Kanem, Soumaïn Issa Beremi, reconnaît que cette assise ne peut réussir que par la participation active de toutes les couches sociales. Et aussi, cette réussite dépendra de la qualité du débat et de la pertinence des idées qu'elles seront à émettre durant cette unique journée de travaux. Pour rappel, cette réunion regroupe tous les chefs de canton, des chefs religieux, les préfets, les sous-préfets et les autres chefs de services déconcentrés de l'État du Kanem. La mise en place de la coalition nationale d'appui à la mise en œuvre des actions de l'axe résilience et développement humain du G5 Sahel, c'est l'objet d'un atelier de concertation organisé ce mardi par le G5 Sahel et ses partenaires. Les détails avec Oumar Ibrahim. À travers cet atelier de concertation des indigents que le G5 Sahel et ses partenaires techniques et financiers, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, ainsi que le Programme alimentaire mondial PAM, se concertent pour renforcer et mieux coordonner les efforts des différents acteurs impliqués dans les objectifs de développement durable ODD pour une meilleure mise en œuvre des stratégies et les projets de résilience. Les menaces contre la paix et la sécurité, les phénomènes émergents tels que le terrorisme sont venus s'agréger aux vulnérabilités climatiques et environnementales qui, avec la désertification, les sécheresses cycliques et la famine, ont accru et renforcé la fragilité du Sahel. Cette région est devenue aujourd'hui la principale route de la migration clandestine. Le G5 Sahel, la FAO et le PAM
ont mis en place un cadre formel de partenariat marqué par la lettre d'entente qui a été signée le 4 février 2018 à Niamey au Niger. La lettre d'entente, faut-il le rappeler, définit le contenu technique de la collaboration entre le G5 Sahel et ces deux institutions des agences des Nations Unies, ainsi que les modalités de sa mise en œuvre au niveau régional et dans les pays membres. La directrice générale adjointe du ministère de l'économie et de la planification du développement dévoile quelques points stratégiques liés au changement climatique, à l'insécurité et à la pauvreté. L'espace G5 Sahel est en proie à des conditions climatiques et écologiques très extrêmes et qui exposent les populations à une très grande vulnérabilité. Et cette vulnérabilité est accrue et est exacerbée par les activités terroristes et les conflits intercommunautaires qui sévissent dans la région. Pour faire face donc, et contrer cette vulnérabilité, la résilience a été identifiée comme axe majeur d'intervention du G5 Sahel. La résilience, car elle permet de renforcer les capacités, les moyens d'existence durable des populations. Elle permet à ces populations de surmonter durablement les crises. Et à ce titre, plusieurs projets ont été formulés dans le programme d'investissement prioritaire du G5 Sahel, notamment le renforcement des moyens d'existence des populations, l'éducation des enfants hors système éducatif, ainsi que le renforcement, le développement du pastoralisme résilient au Sahel. Les pays membres du G5 Sahel, à savoir la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Burkina Faso et le Tchad, ont élaboré ensemble en 2016 une stratégie pour le développement et la sécurité SDS et son programme d'investissement prioritaire PIP. Le G5 Sahel est une initiative créée en 2014 par les dirigeants des 5 pays signataires dans le but d'endiguer les menaces sécuritaires sur toutes ses formes auxquelles font face les États membres du G5 Sahel. En politique, sachez qu'une mission conduite par le coordonnateur du bureau de soutien au MPS à Doulbarid Koromassi Dagash séjourne à Koumra. Objectif, installer le bureau provincial de la province, le bureau provincial du Mandoul, Ali Haki. C'est à la place publique de Koumra, chef-lieu de la province du Mandoul, que la délégation conduite par Koromassi Dagash, coordinateur national du bureau de soutien au mouvement patriotique du salut Doulbarid, a procédé à l'installation officielle des membres de la coordination provinciale d'Oulbarid du Mandoul. Les responsables du secrétariat général du MPS du Mandoul, les militants et militantes, les membres des partis alliés, les sympathisants et la population de Koumra ont répondu massivement présents à cette cérémonie. La coordination provinciale de Doulbarid du Mandoul est confiée à 52 personnes, à la tête desquelles se trouve Neljimbaï Ndiliam Barimal. Le secrétaire général provincial du mouvement patriotique du Mandoul, Mongna Jim Unta, après avoir souhaité la bienvenue à tous, rappelle que l'objectif de Doulbarid est d'aider le mouvement patriotique du salut à préparer les échéances électorales et interpelle les nouveaux installés au respect de la hiérarchie. Il y a lieu de préciser qu'un bureau de soutien n'est pas un organe de masse qui s'oppose ni rivalise les structures du MPS, mais qui vient en soutien pour l'atteinte des objectifs du MPS. L'objectif réel du bureau de soutien d'Oulbarid est de renforcer les structures de base du MPS en ordre de bataille pour les futures élections législatives et communales. Le coordinateur national de Doulbarid, Koromassi Dagash, a tout d'abord rendu un hommage au président fondateur du mouvement patriotique du salut, Idriss Déby Itno, pour son patriotisme et à la première dame Hinda Déby Itno pour ses actions en faveur des couches vulnérables. Le coordinateur appelle à cet effet la nouvelle équipe à se mettre résolument au travail. Le camarade président fondateur du mouvement patriotique du salut disait souvent qu'il n'existe jamais de temps mort en politique, car le militant actif, fidèle et dévoué à la noble cause du MPS se doit de se comporter non seulement comme un général en terre conquise, mais plutôt comme étant un militaire en mission commandée. Cette sortie, qui n'est autre que la partie visible de l'iceberg, témoigne et démontre à suffisance votre sens élevé de militantisme chevillé au cœur. Je me permets d'affirmer que l'efficacité d'un bureau de soutien ne saurait être jugée qu'à l'aune de son appui inconditionnel
aux actions du mouvement patriotique du salut. Nel Jimbaye Njiliam Barimal, le nouveau coordinateur de Doulbari du Mandoul, s'est réjoui de cette confiance placée en lui. Il entend œuvrer pour le rayonnement du mouvement patriotique du salut dans le Mandoul et promet des victoires écrasantes aux élections à venir. 3 personnes ont reçu des mains du coordinateur national de Doulbari des attestations de reconnaissance pour leur sacrifice consenti pour le MPS dans la province du Mandoul, signe que le mérite et l'excellence sont toujours récompensés au mouvement patriotique du salut. Et puis la teneur de ces décisions qui nous parviennent du secrétariat général du mouvement patriotique du salut. Décision numéro 017 portant convocation du 8e congrès extraordinaire du MPS. Le secrétaire général décide, article 1er, il est convoqué un 8e congrès extraordinaire du mouvement patriotique du salut MPS le 2 et 3 novembre 2019 à N'Djamena. Article 2, prennent part à ce congrès les membres du Conseil national du salut CNS, les anciens secrétaires exécutifs et secrétaires généraux du MPS, les députés et ministres militants du MPS en fonction, les membres du bureau politique national, les membres des comités directeurs des organes de masse, les secrétaires généraux des provinces et leurs adjoints, le secrétaire général du conseil communal pour la ville de N'Djamena et son adjoint, les secrétaires exécutifs des conseils départementaux et les secrétaires exécutifs des conseils des arrondissements de N'Djamena. Article 3. La présente décision prend effet pour compter de la date de sa signature sera communiquée partout où besoin sera. N'Djamena, le 22 octobre 2019, a signé de la secrétaire générale à première adjointe à Madame Madidjian Padjarut. Décision numéro 016 mettant en place un comité d'organisation du 8e congrès extraordinaire du MPS. Le secrétaire général décide, article 1er, il est mis en place un comité d'organisation du 8e congrès extraordinaire du MPS. Article 2, le comité a pour mission d'organiser le congrès au plus tard la fin du mois d'octobre 2019 en vue de mettre les militantes et les militants en ordre de bataille face aux futures élections législatives et locales. Article 3. Le comité est composé comme suit. Président Emmanuel Ndadinga, premier vice-président Madame Maria Mahamat Nour, deuxième vice-président Ali Kolotou Chaimi. Premier rapporteur Dr David Oudengar Garimaden. Deuxième rapporteur, Dr Hadidja Hassaballa. Troisième rapporteur, Dr Idriss Saleh Bachar. Trésorier, Choukou Kosso. Trésorier premier adjoint, Baïnaï Eugénie. Trésorier deuxième adjoint, Ali Anadif. Conseiller, il s'agit de Madame Madidjian Padjarut, de Maître Jean-Bernard Padaré et de Djidamamar Mahamat. Article 4. Le comité peut, en cas de besoin, créer en son sein des sous-comités pour débattre des questions précises. Article 5. Le comité peut faire appel à toute personne susceptible de l'aider dans l'accomplissement de sa mission. Article 6. La mission du comité prend fin avec le dépôt du rapport d'activité du Congrès. Article 7. La présente décision prend effet pour compter de la date de sa signature sera communiquée partout où besoin sera. N'Djamena, le 22 octobre 2019, signé de la secrétaire générale première adjointe, Madame Madidjian Padjarut. Et puis la maison des médias servi de cadre au lancement des activités de la coordination nationale des jeunes pour la paix et le développement au Tchad, une association qui entend promouvoir la paix et le vivre ensemble. À ce sujet, je vous invite à suivre un extrait des propos de son coordonnateur, Mahamat Oumar Ibrahima. Suivez. Soucieux des tristes événements et des dissidents tranchants défavorisant le développement de notre pays, épris de paix et de justice, pour notre épanouissement, nous nous sommes réunis pour créer cette coordination afin de soutenir les efforts déjà abattus par les autres organisations ayant la même vision. La CONAGEP est une initiative qui vient en appui à ceux déjà existants dans le pays. Nous tenons à promouvoir la cohabitation pacifique, la paix et l'unité dans une synergie d'actions positives.
La CONAGET est une organisation à but non lucratif et apolitique qui a pour devise engagement, synergie, réussite. Pour bâtir une nation forte, dynamique, il faut nécessairement une prise de conscience collective de sa jeunesse sur la paix et le développement, car elle repose sur l'orientation tendant à de grandes ambitions du lendemain. Dans le cadre de la compétition internationale First Global qui se tiendra du 24 au 27 octobre prochain à Dubaï, 4 jeunes se sont démarqués des autres après 2 mois de formation. Ces jeunes dont l'âge varie de 12 à 17 ans iront représenter le Tchad sur la fabrication du robot. Funaïda Dramo-Josiane. Lancer la balle au niveau du 3e badge. La deuxième fonctionnalité, c'est de solutionner tous ces composants en les déposant au niveau du premier niveau. Un robot, une ingéniosité de 4 jeunes Tchadiens. C'est le fruit d'une formation de 2 mois. Et les bénéficiaires ne cachent pas leur satisfaction. Au début, c'était dur. Mais à la fin, nous avons vu que c'était un peu facile pour nous. Et on a développé tout ça. On a fabriqué le robot. Quand on avait presque fini, c'était plus facile de le manipuler, de le contrôler. On avait fait des programmations et tout ça. Tout ce que moi j'ai retenu durant cette formation, c'est tout ce qui est mécanique. Avant, je ne voyais pas la mécanique, mais grâce à cette formation, aujourd'hui, je vois la mécanique. Parler du robot, c'est aussi expliquer ses fonctionnalités. Ils nous ont donné le cahier des charges qui est de concevoir un robot capable de nettoyer l'océan. On a décidé de comment faire, comment donner le format à notre robot et comment respecter ces cahiers des charges à ce qu'on aura un robot qui respecte le cahier des charges et faire toutes ces fonctionnalités-là. Pour le formateur Abdul Salam Safi, l'objectif de cette formation est d'inciter les jeunes Tchadiens à s'intéresser davantage à la technologie pour hisser le Tchad au pays des rangs à haute technologie. Tel qu'exprimé, le monde étant devenu un village planétaire, l'appropriation de la technologie s'impose à la jeunesse. Parlons à présent de ce geste de cœur, ce beau geste à l'endroit des élèves issus des familles démunies et des orphelins. L'association Dignité Internationale leur a remis des kits scolaires pour les encourager dans leurs études. Kanouba Théophile. Donner du sourire aux élèves orphelins et ceux issus des familles démunies en ce début de la rentrée scolaire afin de les encourager à donner le meilleur d'eux dans les salles de classe. C'est l'objectif recherché par l'association Dignité Internationale à travers ce geste de bienfaisance aux élèves des écoles primaires du 8e et ceux du 10e arrondissement. Il s'agit des élèves de l'école de la Renaissance de Goudi et ceux du complexe scolaire Al-Itissam. Le responsable du bureau de Dignité Internationale du Tchad de préciser que ce geste n'est pas fortuit pour les bénéficiaires. Nous avons donné des sacs, d'ardoises, des craies, d'autres choses aussi qui aident le professeur, aident les enfants et encouragent les enfants, les orphelins issus des familles pauvres. Second parent des élèves, les enseignants, en particulier les enseignantes, se réjouissent de ces gestes qui vont galvaniser ces élèves à se débarrasser des complexes qui les empêchent d'exprimer leurs connaissances en classe. Outre les actions humanitaires, Dignité Internationale œuvre également dans le domaine sanitaire. Une conférence de presse a été animée ce matin par l'artiste française Chedida Ananache. La conférence s'est déroulée en présence du directeur délégué de l'Institut français du Tchad et de quelques autres artistes. Chedida Ananache donnera un concert ce jeudi 24 octobre à l'IFT à partir de 19h. L'artiste a 10 ans de carrière et est issu d'une famille d'artistes. Au complexe Saint-Jean-Paul II, c'est la rentrée des classes. À cette occasion, une messe a été dite par le curé de la paroisse. Les détails avec Oussanda Diaoyang Nadej. Prière, louange et adoration, telle est l'ambiance qui a prévalu ce matin au complexe scolaire
Saint-Jean-Paul II de Waliagouri, dans le 9e arrondissement. Élèves, parents d'élèves et enseignants sont venus de partout pour marquer de leur présence la rentrée scolaire du complexe qui coïncide avec la fête du Saint-Jean-Paul II, patron de cette école communautaire. Dans son homélie, le curé de la paroisse Saint-Isidore Bakandia de Waliagouri demande aux fidèles de garder leurs lampes allumées et de rester en tenue de service, à l'exemple du Saint-Jean-Paul II. C'est ce que Saint-Jean-Paul II a fait à travers le monde. Les enfants, je vais parler votre langage pour que vous compreniez. Vous connaissez Saint-Jean-Paul II? Vous le connaissez? Oui. C'est notre sang. C'est notre saint patron. Saint Jean-Paul II a été d'abord pape de l'histoire, pape de l'humanité. Il a été un pape de la justice. Il a été un pape de paix. Il a été un pape qui aimait tout le monde. Saint Jean-Paul II aimait les enfants. Il aimait les musulmans. Il aimait les protestants. Il aimait les catholiques. Il aimait les Africains. Même ordre d'idée, le directeur diocésain de l'enseignement catholique, Ngama Moïse Limaï, appelle les élèves à plus d'assiduité dans les études et interpelle les parents d'élèves à non seulement inscrire les enfants à l'école, mais aussi de les suivre de près, car l'école complète l'éducation parentale. En sport, sachez que les 30 joueurs en lice pour le plus prestigieux trophée qui récompense les meilleurs joueurs sont déjà connus. L'Afrique sera représentée pour la première fois par 5 joueurs. Il s'agit de joueurs qui ont marqué par leur brillante prestation au sein de leur club et sélection respectives. Innocent Kilayo. 5 joueurs africains figurent parmi les 30 nommés pour le Ballon d'Or 2019. Parmi les 5 africains, il y a Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais du club Arsenal avec ses 30 ans est un habitué de ce concours puisqu'il était classé 11e en 2016 et 21e en 2017. Depuis son transfert en 2018 à Arsenal, le Gabonais a marqué 22 buts lors de la saison écoulée. Pour cette nouvelle saison, Pierre-Emerick Aubameyang compte déjà 17 buts. Après Pierre-Emerick Aubameyang, l'on trouve le Sénégalais Kalidou Koulibaly. Le défenseur du Napoli arrive pour la première fois dans la prestigieuse présélection des journalistes de France Football. Désigné meilleur défenseur de Série A 2019, il est aussi considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Il a réussi également des belles prestations avec le Sénégal. Riyad Mahrez est le 3e joueur africain qui figure sur cette liste des présélectionnés. L'Algérien de Manchester City est aussi nommé en 2016 où il avait terminé à la 7e place. L'international algérien et champion d'Afrique en titre risque de pâtir de son manque de temps de jeu en club. Le 4e joueur sur cette liste des Africains est Sadio Mané. À 27 ans, le Sénégalais de Liverpool a occupé la 23e place en 2017 et la 22e en 2018. Alors, l'on se pose la question de savoir quel rang Sadio Mané se classera-t-il cette année? Beaucoup plus haut, pourquoi pas le trophée? Cela ne fait aucun doute. Vainqueur de la Ligue des champions et finaliste de la CAN avec le Sénégal, Sadio Mané a acquis une dimension nouvelle cette saison. Plus décisive, il a terminé co-buteur avec son coéquipier Mohamed Salah en inscrivant 22 buts. Il est bien parti pour succéder à George Weah. Mohamed Salah a été le joueur africain le mieux classé en 2018 en terminant 6e du classement du Ballon d'Or. L'Égyptien a cependant moins brillé lors de la CAN. Meilleur buteur avec son club Liverpool la saison écoulée, Mohamed Salah démarre la nouvelle saison avec un peu de difficulté en inscrivant seulement que 6 buts en 12 matchs. Le Pharaon risque de souffrir de la comparaison avec Sadio Mané. Le Ballon d'Or est attribué en fonction de 3 critères principaux. Il s'agit de la performance individuelle et collective, la classe des joueurs, c'est-à-dire son talent et le fair play, ainsi que la carrière du joueur.
Et puis la teneur de ce communiqué officiel avant de clore cette édition. Le secrétaire général de l'Assemblée nationale porte à la connaissance de mesdames et messieurs les députés que conformément au deuxième calendrier de la deuxième session ordinaire 2019, la séance plénière du mercredi 23 octobre 2019 relative à la question orale avec débat est reportée à une date ultérieure. Le secrétaire général compte sur la compréhension de mesdames et messieurs les députés. Fin N'Djamena le 22 octobre 2019, ce communiqué signé du secrétaire général Dr Beyor Malo Adrien. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur Télé Tchad.